Précédemment, nous avons vu qu'avant que la Grèce ne devienne ce berceau mythique, une civilisation énigmatique s'est levée sur l'île de Crète. C'est la civilisation minoenne qui, durant la période prépalatiale, jette les bases d'un monde nouveau. Un monde où le génie technique et l'audace économique façonnent un avenir brillant. Mais ce n'est que le prélude. Bientôt surgissent des constructions hors normes, des palais titanesques qui défient le temps. Véritables labyrinthes de pierre, ils deviennent le symbole de la puissance minoenne. Un pouvoir politique et religieux concentré en des lieux aussi mystérieux qu'imposants. C'est ici que l'épopée grecque prend un tournant décisif. Dans ces palais naît l'ombre d'un empire, la promesse d'une civilisation qui marquera à jamais l'histoire. Bienvenue dans l'Odyssée des organisations. L'apparition des premiers palais en Crète n'est pas un simple phénomène architectural, c'est une révolution totale qui bouleverse la civilisation minoenne et par extension toute la Méditerranée orientale. Ces palais, véritables forteresses de pierre et de pouvoir, symbolisent la montée en puissance spectaculaire d'une société qui quitte enfin l'ombre des petits villages pour s'affirmer comme une puissance majeure. Ce passage d'une organisation éclatée à un système centralisé témoigne d'une évolution politique et économique sans précédent. La Crète ne se contente plus d'être une île riche et commerçante, elle devient un État à part entière, organisé, hiérarchisé, capable de rivaliser avec les grandes puissances voisines telles que l'Égypte ou les cités mésopotamiennes. Ce tournant est crucial car il marque la naissance d'un ordre nouveau où l'autorité se concentre autour des palais. Les grands sites de cette transformation sont désormais célèbres: Knossos, Phaistos et Malia. Chacun d'eux s'élève sur des fondations déjà solides, des centres importants de l'époque prépalatiale qui ont su évoluer pour répondre à des besoins complexes. Ces palais ne sont pas seulement des résidences royales, mais de véritables villes organisées en quartiers, avec leurs sanctuaires, leurs ateliers spécialisés, leurs entrepôts gigantesques. Leur construction répond à une double urgence. D'abord, intégrer et structurer une société qui grandit, où les tensions internes nécessitent un pouvoir central fort. Ensuite, répondre à la menace croissante de forces extérieures. Selon certains historiens, des bouleversements politiques en mer Égée ou dans les royaumes du Proche-Orient ont poussé les Minoens à se rassembler, à consolider leur pouvoir face à l'adversité. Mais concrètement, que sont ces palais ? Imaginez des complexes gigantesques, s'étirant sur plusieurs étages, composés de centaines de pièces, décorés de fresques colorées où le moindre couloir semble cacher un secret. Ces architectures impressionnantes incarnent une société profondément hiérarchisée. Le pouvoir semble concentré entre les mains d'un roi entouré d'une élite constituée d'anciens chefs de région. Une hypothèse fascinante suggère que les Minoens auraient puisé leur modèle dans l'Égypte pharaonique, ce qui expliquerait la forte centralisation, la présence d'un monarque et l'autonomie relative de certains dignitaires. Preuve en est le quartier de Mou, à Malia, où des infrastructures privées témoignent d'une élite puissante et indépendante. Le palais ne se limite pas à un simple centre de pouvoir, il est aussi le cœur d'une véritable machine politique et économique. Il coordonne les échanges, supervise les ateliers artisanaux, garde les réserves alimentaires et héberge les sanctuaires religieux. Cette organisation implique déjà une bureaucratie sophistiquée, capable de gérer des ressources, des hommes et des territoires avec une précision surprenante. Ainsi, pour la première fois en Grèce, on voit apparaître des États structurés, avec des frontières identifiables et une gouvernance centralisée. Knossos, Phaistos et Malia ne sont plus de simples cités rivales, mais des pôles d'un réseau d'entraide qui va propulser la Crète vers un âge d'or inédit. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette coopération plutôt que rivalité a permis à ces centres palatiaux de s'élever ensemble, solidifiant un pouvoir commun. L'archéologue Jean-Claude Poursat souligne parfaitement cette dynamique. Le développement économique de ce système palatial est rapide. Les innovations des ateliers d'artisans spécialisés qui disposent de nouveaux moyens techniques, comme la tour rapide du potier, et de matières premières importées par le palais, comme l'étain, vont donner dès la première phase du minoen moyen un élan à la production de biens matériels. Ces progrès ne sont donc pas de simples détails techniques, mais des leviers puissants qui vont transformer profondément la société minoenne.
À partir de cette époque palatiale, la Crète s'engage ainsi dans une trajectoire fulgurante. Architecture grandiose, administration centralisée, échanges commerciaux intenses et progrès techniques rapides. Mais que révèle vraiment cette révolution? On va le voir à travers 6 aspects clés de la société minoenne palatiale. La période des premiers palais marque une avancée décisive dans l'histoire administrative minoenne. C'est à cette époque que l'écriture commence à se déployer dans la mer Égée, témoignant d'une sophistication nouvelle. Les Minoens adoptent d'abord les hiéroglyphes crétois, un système d'idéogrammes complexe, avant d'innover avec le linéaire A, un système scripturaire plus élaboré, encore aujourd'hui indéchiffré. Ces écritures ne sont pas de simples ornements, mais des outils pratiques, utilisés principalement pour la gestion minutieuse des stocks, des ressources agricoles et artisanales, en lien direct avec l'organisation des palais. Pour encadrer cette gestion, d'autres instruments scripturaux viennent la compléter, le plus emblématique étant le sceau. Véritable symbole d'autorité, il permet dès lors d'authentifier les biens, de contrôler la production et de réguler les échanges. Dans les ateliers palatiaux, on fabrique ainsi aussi bien pour répondre aux besoins locaux que pour exporter des produits de luxe. Cette émergence scripturale reflète ainsi l'instauration d'une bureaucratie naissante, influencée par les grands modèles administratifs du Proche-Orient, notamment mésopotamiens, syriens et égyptiens. Elle marque une étape clé dans le développement d'un pouvoir centralisé et structuré en Crète minoenne. À l'intérieur même des territoires contrôlés par les palais, la qualité de vie s'améliore nettement. La création de nouveaux villages, ainsi que l'organisation de rassemblements festifs au sein des palais, témoignent d'une société dynamique. Dans ce contexte centralisé, certains chercheurs suggèrent même dans ce sens l'existence d'un système de redistribution communautaire, piloté par les palais. Ce système aurait permis d'aider la population en cas de pénurie alimentaire ou de crise. Bien que cette idée fasse encore débat, elle reflète sans doute une volonté de maintenir une certaine solidarité au sein de la société minoenne. Enfin, cette amélioration du cadre de vie repose aussi sur des avancées techniques remarquables, notamment dans le domaine de l'hydraulique. Les Minoens mettent en place des systèmes d'égouts, très rares en Méditerranée à cette époque, mais aussi des viaducs et des canalisations sophistiquées. Ces infrastructures, pensées pour améliorer l'hygiène et optimiser la gestion de l'eau, jouent un rôle essentiel dans le développement urbain. La religion joue un rôle central dans la structuration de la société minoenne et dans la cohésion territoriale. Dans les zones rurales, l'absence de gouverneurs locaux identifiés suggère que les relations entre ces communautés et les centres palatiaux se font principalement par l'intermédiaire du religieux. Cette hypothèse se trouve renforcée par la présence de sanctuaires construits au sommet des montagnes, visibles à grande distance. Leur implantation stratégique en fait des repères symboliques, reliant les campagnes au pouvoir central. À noter que même leur construction et leur gestion semblent appartenir au palais. Ces sanctuaires sont des espaces de rassemblement et de partage, où s'expriment les symboles religieux communs à toute la communauté minoenne. Les cornes de taureau, symboles de puissance et de fertilité, et les statuettes féminines, figures tutélaires, apparaissent comme des motifs dominants de cette époque. Cette période est également un âge d'or pour l'art minoen. Le style camarès, caractérisé par une céramique peinte extrêmement décorative, atteint son apogée. Il témoigne d'une maîtrise technique et esthétique remarquable, où chaque objet combine utilité et prestige. Outre la poterie, les artisans crétois produisent des biens luxueux, armes décorées, vases métalliques, bijoux en or finement ouvragés et sceaux aux détails raffinés. Cependant, malgré cette floraison artistique, les techniques métallurgiques évoluent plus lentement. Si la diversité des objets métalliques augmente, les innovations techniques restent limitées. Le commerce extérieur connaît un développement sans précédent. La Crète tisse des réseaux avec les civilisations grecques continentales, Chypre, mais surtout avec l'Orient, en particulier l'Égypte.
Elle se positionne souvent comme un intermédiaire stratégique entre la Phénicie, l'Égypte, les Cyclades et le Dodécanèse. Une route reliant Knossos à Phaïstos est même aménagée, facilitant le transport des marchandises entre ces deux centres majeurs et leurs ports. Sur le plan diplomatique, les Minoens s'affirment aussi. Ils nouent des relations avec les grandes puissances régionales, jusqu'à Babylone. La création de comptoirs commerciaux, notamment à Milet, montre leur volonté d'extension pacifique par le commerce et la culture. Enfin, la diffusion massive de la céramique minoenne, retrouvée dans de nombreuses régions allant du continent grec à la Syrie, en passant par la Phénicie et l'Égypte, illustre la portée de leur influence. En Égypte, cette production est même imitée, signe éclatant du prestige minoen. La femme occupe toujours une place centrale dans la symbolique et la religion minoenne. Initialement incarnée comme déesse de la fertilité, elle évolue en figure rituelle, vêtue d'atours spécifiques qui incarnent l'identité collective minoenne. Cette évolution marque la montée d'une cohésion sociale fondée sur des mythes et des pratiques partagées. La nature elle-même, omniprésente dans les fresques et sur les céramiques, souligne cette célébration de la vie et de la fertilité. Ainsi, cette époque palatiale est bien plus qu'une simple phase architecturale. Elle incarne une révolution politique, sociale, économique, artistique et spirituelle. Elle établit les bases d'une civilisation minoenne riche et complexe, qui fut capable de résister même à des catastrophes naturelles. Mais vers moins 1650, les palais sont détruits et la Crète entre dans l'ère des nouveaux palais. Cette catastrophe pourrait résulter d'un tremblement de terre massif ou d'une éruption volcanique, bouleversant durablement le paysage sociopolitique de la Crète. Si certains évoquaient jadis une hypothèse de conflit armé entre palais pour le contrôle de l'île, cette théorie a aujourd'hui perdu du crédit au profit d'une vision d'unification progressive et pacifique. C'est à cette époque que Knossos s'impose comme la capitale incontestée de la civilisation minoenne, un statut confirmé par l'ampleur et la splendeur de son palais. Sa taille monumentale, la richesse exceptionnelle de ses ateliers artistiques et l'opulence urbaine témoignent de son rôle central. Knossos devient un modèle architectural et culturel, influençant de manière durable les autres sites de l'île. En parallèle, d'anciennes cités, naguère importantes comme Malia et Phaïstos, déclinent significativement. Malia voit notamment sa vocation maritime disparaître au moment où des ports plus dynamiques émergent ailleurs sur l'île, conduisant à un quasi-abandon vers 1500 avant Jésus-Christ. Phaïstos, après une reconstruction temporaire, est détruit une seconde fois et ne se relèvera jamais. Son rôle administratif étant repris par la villa d'Agia Triada, site dont les fresques trahissent une forte allégeance à Knossos. Cette redistribution du pouvoir s'accompagne d'une spécialisation économique des palais périphériques. Zakros, par exemple, devient un centre d'exportation renommé, acheminant parfums, médicaments et colorants vers les marchés orientaux, consolidant ainsi la place minoenne dans les réseaux commerciaux méditerranéens. Kydonia, de son côté, prend en charge les échanges avec le Péloponnèse, tandis que Galatas supervise l'exploitation des terres fertiles des plaines de Pléiade. Ces relais sont indispensables dans un système où l'agriculture se développe fortement à l'échelle de toute l'île. L'usage accru de techniques d'irrigation marque un progrès technique et organisationnel, permettant d'augmenter la productivité agricole tout en soutenant la complexité croissante de la société. Toutefois, cette centralisation à Knossos ne signifie pas une uniformisation du pouvoir. En effet, une nouvelle hiérarchie plus nuancée voit le jour. En complément des grands palais apparaissent différentes structures qui incarnent cette diversification du contrôle territorial. Premièrement, nous avons les demeures urbaines, somptueuses résidences proches des centres palatiaux. Elles accueillent une élite locale jouant un rôle clé dans la gestion des affaires. Parallèlement, les villas rurales se multiplient. Elles combinent habitation, stockage et parfois ateliers de transformation des récoltes, assurant une gouvernance décentralisée bien reliée à la bureaucratie centrale.
Enfin, les petits palais, à l'architecture et aux fonctions similaires aux grands, témoignent d'une organisation territoriale complexe, mêlant pouvoir centralisé et autonomie locale. Cette structure politique complexe alimente un débat historiographique toujours vif, la notion même de roi minoen, ou roi du pays Keftiu, évoquée dans les sources égyptiennes et grecques antiques, mais dont la réalité politique reste difficile à cerner. Si Homère et Thucydide mentionnent ce souverain, les découvertes archéologiques n'offrent aucune image iconographique claire, ni récit d'expansion militaire. Le trône et le tombeau trouvés à Knossos, ainsi que quelques inscriptions sur les rois nommés Minos, laissent penser à un pouvoir royal sans doute limité. Cette figure pourrait davantage correspondre à un roi prêtre, un chef religieux incarnant l'unité politique et spirituelle, concept défendu notamment par Arthur Evans, le pionnier des fouilles minoennes. Au-delà de la sphère politique, cette période est aussi celle d'une unification religieuse progressive. Des symboles religieux communs se répandent dans les lieux de culte minoens. La double hache, les cornes de consécration, le maillet des prêtres, la pratique régulière des offrandes, ainsi que la formule rituelle en linéaire A, Jasasarama, montrent une culture religieuse partagée. Les hypothèses avancent même des pratiques spectaculaires, comme le saut au-dessus des cornes de taureau lors de rites cérémoniels, ainsi que des sacrifices animaux, illustrant la ferveur religieuse. Ces rituels contribuent à cimenter l'autorité des élites au nom du divin. Pourtant, tout comme le pouvoir politique, la religion minoenne connaît une forme de décentralisation. En témoigne la continuation du développement de sanctuaires de sommet. Ces lieux sacrés qui, toujours dirigés depuis les palais et plus monumentaux, témoignent d'une volonté de rassembler les populations autour de pratiques communes, tout en respectant une certaine autonomie locale. La femme dans cette nouvelle société minoenne conserve un rôle central, particulièrement dans les sphères religieuses et familiales. Les célèbres figurines de la Dame au serpent en sont une preuve éclatante. Ces statuettes montrent une femme seins nus, tenant des serpents, symbole ancien de fertilité, de régénération et de protection domestique. Cependant, cette position privilégiée semble décliner progressivement, parallèlement à une restriction de l'accès du peuple au palais. La société minoenne, jusqu'alors réputée pour une certaine égalité relative, devient plus complexe et hiérarchisée, creusant les inégalités entre classes sociales. Malgré ces mutations sociales, cette époque marque l'apogée de la culture minoenne dans plusieurs domaines fondamentaux. L'administration se transforme profondément. La Crète est divisée en régions clairement délimitées, probablement sous l'autorité de fonctionnaires locaux. Pour gérer ces territoires, on continue d'utiliser des techniques anciennes telles que les sceaux gravés et les rondelles d'argile, assurant ainsi la traçabilité et la régulation des échanges, tout en garantissant la centralisation du pouvoir palatial. Dans le domaine commercial, la Crète renforce son réseau de comptoirs. Des sites comme Karpathos et Lassos s'ajoutent à un maillage déjà dense. D'autres îles comme Milos, Kea ou Terra, influencées dès la période précédente, voient leur importance se confirmer. Ces comptoirs assurent une circulation fluide des marchandises précieuses, matières premières, produits finis et objets artisanaux, consolidant la Crète comme un centre économique incontournable de la Méditerranée orientale. Parallèlement, le peuple de la Crète connaît un essor spectaculaire. Knossos devient l'une des plus grandes villes méditerranéennes, hébergeant entre 25 000 et 30 000 habitants. Et malgré une tendance à l'individualisme, les plans urbains restent cohérents, avec des quartiers bien délimités, des infrastructures sophistiquées et une organisation urbaine reflétant l'importance d'un pouvoir centralisé et d'une société en mutation. L'artisanat atteint son âge d'or durant cette période. Les fresques murales gagnent en finesse et en expressivité, illustrant des scènes de la vie quotidienne, des rituels et des mythes. Les artisans excellent également dans la céramique, le travail de la pierre, des métaux précieux et des textiles, témoignant d'un savoir-faire très développé, dont la qualité impressionne encore aujourd'hui. L'architecture reflète, d'ailleurs, cette maîtrise. Elle devient une discipline affirmée, donnant naissance à des édifices à la fois fonctionnels, élégants et richement décorés.
Sur le plan maritime, l'influence crétoise s'étend bien au-delà des côtes. Les Cyclades, entre autres îles, tombent progressivement sous son influence, visibles dans leur architecture, leurs pratiques religieuses et leur administration. L'installation de comptoirs commerciaux minoens tels que Trianda à Rhodes ou le Seraglio à Kos constitue l'un des marqueurs les plus tangibles de cette influence. Ainsi, contrairement aux affirmations de Thucydide sur une thalassocratie minoenne, il s'agit plutôt d'une influence douce, un réseau d'alliances et de protection visant à sécuriser les routes commerciales et non d'une domination militaire directe. Dans les relations extérieures, la Crète joue un rôle de pont culturel et commercial entre le monde grec et l'Orient. L'influence minoenne est particulièrement forte à Chypre, où les habitants développent un système d'écriture, le chypriote minoen, calqué sur le linéaire A. On trouve également des fresques d'inspiration crétoise au Proche-Orient, témoignant d'échanges culturels profonds. En Égypte, les fresques de la tombe Rekhmiré et certains textes montrent l'admiration et la confiance du pharaon envers les Minoens, attestant des liens diplomatiques et commerciaux. Cependant, cette prospérité exceptionnelle prend fin brutalement vers 1450 avant Jésus-Christ. Une première catastrophe, vers 1620-1600 avant Jésus-Christ, cause des dégâts localisés et limités, sans compromettre l'équilibre général. En revanche, une seconde catastrophe, un siècle plus tard, provoque destruction massive et abandon généralisé. Et le coup de grâce arrive en -1450. Tous les centres palatiaux, les villes et villages sont détruits, sauf Knossos et ses dépendances administratives. En -1450, la Crète vacille donc sur le fil du destin, au seuil d'une ère décisive. Ses palais, symboles d'une grandeur ancienne, gisent en ruine, témoins d'un cataclysme sans précédent. Pourtant, dans ce chaos, s'éveille une question brûlante. La civilisation minoenne saura-t-elle renaître de ses cendres, plus puissante et unifiée, ou verra-t-elle son héritage s'effacer sous les assauts du temps et des peuples émergents ?